Révolutionnaire. Adjectif désignant une chose qui apporte de grands changements, qui est radicalement nouvelle, qui provoque une révolution dans un domaine donné. Si je vous dis manga révolutionnaire, à quoi vous pensez? Vous pouvez penser à One Piece qui a révolutionné le concept de la piraterie, vous pouvez penser à Naruto qui a révolutionné le concept des ninjas, et vous pouvez penser à Dragon Ball qui n'a pas révolutionné les arts martiaux certes, mais qui a aidé le genre manga à s'introduire en Occident, ce qui est en soi une révolution. Et pourtant, malgré tout l'impact qu'ils ont eu sur la culture mondiale, aucun de ces trois mangas n'est allé jusqu'à influencer son public à devenir pirate, ninja ou encore vieux pervers au goût vestimentaire questionnable. Ils ont tous les trois été vaincus sur ce terrain par un outsider et qui plus est un marginal du genre shonen. C'est donc parti pour l'analyse de l'un des plus grands shonen psychologiques de tous les temps, Hikaru no Go. Alors avant toute chose, je sais que les mecs de l'atelier ont déjà fait une vidéo sur ce manga il y a 6 mois et je sais aussi pertinemment que vous allez comparer ma vidéo à la leur. Et justement, j'ai des trucs à dire à propos de leur vidéo. Mais avant ça, remettons les compteurs à zéro en rappelant de quoi il est question. Hikaru no Go, littéralement le Go de Hikaru, a fait partie des mangas du WS Jump de décembre 1998 à juillet 2003. Ces 191 chapitres furent compilés en 23 volumes, les 149 premiers ayant pris vie grâce à un animé de 75 épisodes et un OAV pousse à l'adaptation jusqu'au chapitre 167. Ce manga a vu le jour grâce au travail commun de 3 personnes. Nous devons l'histoire et le scénario à l'auteur Yumi Ota, la supervision des parties de Go à la joueuse professionnelle Yukari Umezawa, 3ème dan à l'époque, et le dessin a été signé Takeshi Obata. Tiens, c'est marrant, ce nom me dit quelque chose. Il aurait pas travaillé dans d'autres mangas après celui-là? Bon, tant pis, je retrouverai. L'histoire que ce manga raconte est celle de Hikaru Shindo, un jeune garçon qui découvre un jour dans la remise de son grand-père un vieux goben maculé de sang. Cette découverte a pour conséquence de réveiller le fantôme qui hantait l'objet, un professeur de Go du nom de Sai Fujiwara qui vivait pendant l'ère Heian. Suite à cet événement, Sai se retrouve attaché à l'esprit de Hikaru et lui demande de le laisser jouer à nouveau au jeu qui l'a passionné toute sa vie et même après la mort. Au début du manga, Hikaru trouve le Go ennuyeux. Bon, disons-le franchement, il en a rien à carrer. Pourtant, il se découvre un intérêt pour ce jeu après avoir rencontré Akira Toya, un jeune prodige qui, bien que du même âge que Hikaru, irradie de la même passion pour le Go que Sai. Hikaru prend alors goût à ce jeu de stratégie vieux de plusieurs siècles et décide d'apprendre à y jouer dans l'espoir d'avoir lui aussi un jour la même fougue que ses autres pratiquants. Et donc tout au long du manga, nous découvrons le monde du Go à travers les yeux de Hikaru, tout en étant spectateur des tentatives des autres joueurs Akira en tête de percer le mystère de la force de Hikaru lorsqu'il laisse Sai jouer à sa place, le tout réuni sous une quête commune de tous les joueurs à maîtriser le coup divin, c'est-à-dire le coup qui assure la victoire lors d'une partie. D'ailleurs, petite anecdote sur le titre, Hikaru est aussi la prononciation du verbe briller en japonais. Du coup, le titre peut aussi être traduit par le Go brillant, comme s'il faisait référence à des parties de Go extraordinaires. Mais à votre avis, pourquoi ai-je qualifié HNG de révolutionnaire? Parce qu'à première vue, il est vrai qu'un manga dont le thème est un jeu de stratégie et de réflexion n'a pas les meilleures chances d'intéresser un lectorat non initié, a fortiori s'il s'agit de jeunes garçons qui depuis 2 ans déjà trépignent d'impatience en attendant la sortie d'un nouveau chapitre de One Piece. Et pourtant, Hikaru no Go a tellement eu de succès qu'il a provoqué une explosion du nombre de nouveaux joueurs de Go après sa sortie, aussi bien au Japon qu'au niveau mondial. Comment a-t-il fait, me demanderez-vous? Cette vidéo est là pour vous répondre. Pour commencer, ce manga a réussi l'exploit d'intégrer les codes du shonen à un univers absolument pas shonen. Car avouez-le, si on vous dit manga sur le jeu de Go, bon déjà il faut que vous sachiez ce que c'est, donc on va faire plus simple. Si on vous dit manga sur le jeu d'échecs, vous n'imaginez pas des combats épiques avec une atmosphère lourde et des enjeux de questions de vie ou de mort. Vous pensez plutôt à 2 mecs du 3e âge qui bougent des pièces sur un plateau damé, avec autant d'expression sur le visage qu'un Michael Jackson post-overdosé. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai entendu parler d'Hikaru no Go pour la première fois, ça a donné une scène dans ce genre-là. Eh, sans déconner, faut que tu le lises ce manga. Tu verrais les mecs qui dégoulinent de sueur carrément devant leur plateau en bois. À un moment, il y en a un qui pose une pierre sur le bateau et tous les mecs à côté, ils font oh comme ça parce que ça retourne complètement la situation du jeu. Du coup, tu as envie de savoir ce qui va se passer après. Tu vois le genre? D'accord. Eh ben écoute, je vais lire ton manga, il m'a l'air très intéressant. Mais attends, avant j'ai un coup de fil à passer, 2 minutes. Allô, pourrais-je parler au responsable de l'hôpital psychiatrique s'il vous plaît? Et pourtant, j'ai vite fait de chasser ces préjugés de mon esprit quand j'ai effectivement vu que les parties jouées dans Hikaru no Go sont tout aussi intenses que les combats de n'importe quel autre shonen. À chaque page, on ressent l'envie de gagner des personnages. On est submergé par la tension qui règne au cours de chaque partie. Et le comportement des joueurs, tout comme celui des spectateurs, nous fait vraiment comprendre à quel point ils prennent tous le Go au sérieux. Autre caractéristique du shonen, la rivalité. Et là, je parle d'une vraie rivalité. C'est-à-dire une opposition et un contraste réel entre 2 personnages. En l'occurrence bien sûr, Hikaru et Toya. Vous prenez n'importe quelle facette du personnage de Hikaru, vous pouvez être quasi certain de trouver son exact contraire chez Toya. Par exemple, tandis que Hikaru découvre le Go et apprend à y jouer au fur et à mesure de l'histoire,
Toya, lui, connaît tout de l'univers de ce jeu et le maîtrise déjà à un niveau exceptionnel pour son âge. Autre distinction, alors que Hikaru représente l'ignorance et la curiosité face à un domaine qui lui était auparavant inconnu, Toya porte déjà en lui l'expérience et la pression que connaissent les gens qui pratiquent leur art depuis longtemps. Il y en aura encore plein d'autres que je pourrais vous énumérer, mais pour vous faire économiser 1 heure de vie, je vais conclure sur la classique opposition noir et blanc, tant sur leurs vêtements que pendant les parties qu'ils jouent l'un contre l'autre. Bien! On vient de poser l'authenticité de la nature shonen de Hikaru no Go, mais vous pourriez tout de même vous dire que ce manga est réservé aux gens qui sont familiers à l'univers du jeu de Go. Quelle grosse erreur de votre part. Pour ceux qui sont effectivement familiers avec le Go, ils comprendront sans problème l'atmosphère transcrite par ce manga, mais quant à ceux qui ne connaissent pas le Go, ce n'est pas grave, puisqu'ils en apprennent toutes les facettes à travers la progression de Hikaru. D'ailleurs, parlons-en de la progression de Hikaru. Pour moi, elle ressemble beaucoup à celle que suivrait une personne qui découvre le Go dans la vraie vie. Au début, il est incapable de voir l'importance que peut avoir l'endroit où l'on joue sur le Goban. Et plus l'histoire avance, plus il apprend à jouer le bon coup pour vaincre son adversaire. Et c'est là que je m'adresse à vous, Greg et Alex de l'atelier. Quand vous dites que Hikaru no Go ne contient pas les règles du jeu, c'est pas faux en effet, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. J'admets effectivement que c'est pas en lisant ce manga que l'on peut devenir un joueur émérite. Je reconnais aussi qu'il ne contient pas toutes les stratégies et autres séquences de jeu type qui permettent de bien jouer une partie. Mais pour quelqu'un qui ne connaît vraiment rien au Go, la simple lecture de ce manga permet au moins de savoir suivre une partie sans problème. Et il n'y a pas que la manière de jouer, on apprend aussi plein de choses sur l'univers du Go en général. Bah tiens, c'est simple, voici un petit topo de ce que l'on apprend sur le Go en lisant ce manga. Déjà, comment jouer au Go? Le Go se joue traditionnellement sur une grille de dimension 19 par 19. Sur ce plateau nommé Goban s'affrontent deux joueurs, l'un utilisant des pierres blanches et l'autre des pierres noires. Contrairement au jeu d'échecs, ce sont les pierres noires qui débutent la partie. Le but du jeu est de délimiter des territoires en posant à tour de rôle les pierres sur le Goban qui au début de la partie est complètement vide. À la fin de la partie, les joueurs obtiennent un point par intersection libre à l'intérieur de l'ensemble de leurs territoires respectifs. Le gagnant est naturellement le joueur possédant le plus de territoires, mais il est également possible de gagner par abandon de l'adversaire. Quand une pierre est posée sur le Goban, il est interdit aux deux joueurs de la déplacer ou de l'enlever du plateau. La seule exception étant lorsque la pierre en question est capturée, c'est-à-dire que si 4 pierres adverses sont posées autour de ce qu'on appelle ses libertés ou intersections adjacentes. La pierre de départ est alors prisonnière et rapporte un point supplémentaire à l'adversaire. Pour éviter cela, il suffit de former une chaîne avec d'autres pierres de la même couleur. Elles cumuleront ainsi leur liberté et l'adversaire sera obligé de capturer tout le groupe. Ça, ce sont les règles de base du jeu mises au point lors de son invention, mais il existe des règles complémentaires comme par exemple la règle du Ko qui interdit de placer une pierre à un endroit qui remettrait le jeu à la situation immédiatement précédente, la règle du Komi qui donne un certain nombre de points d'avance au blanc pour compenser le fait que noir joue en premier et accessoirement empêcher un match nul, ou encore le fait de placer plusieurs pierres noires avant le début de la partie pour le joueur le moins fort et qui s'appelle la règle du handicap. En ce qui concerne les joueurs professionnels, ils sont classés selon un système allant du 1er au 9e dan, et pour ce qui est des plus ambitieux et surtout les plus forts, ils peuvent tenter d'obtenir l'un des 7 plus grands titres de Go japonais, à savoir les titres de Kisei, Meijin, Honinbo, Judan, Tengen, Oza et Gosei. Pour l'anecdote, l'actuel joueur professionnel de Go Yuta Iyama, célèbre pour être le plus jeune joueur de l'histoire à décrocher le titre de Meijin à l'âge de 20 ans seulement et à détenir simultanément 6 des 7 titres cités à l'instant, est considéré comme faisant partie de la génération des enfants influencés par Hikaru no Go. Donc au final, ne pensez-vous pas qu'il était inutile d'inclure les règles dans le manga, étant donné que si l'on prend goût à celui-ci, on va forcément aller se renseigner sur le Go. Si on prend cette hypothèse en compte, ça nous donne une raison de plus de considérer Hikaru no Go comme révolutionnaire. Après tout, un manga si prenant qu'il incite les gens à s'intéresser à son univers, moi je dis, quel coup de maître. Vous voyez donc que ce manga est bien plus digne d'intérêt qu'il ne le semble au premier abord. Et à tous ceux qui pensent qu'on aura beau décrire une partie de Go à la manière d'une bataille psychologique, on aura quand même du mal à la rendre aussi impressionnante que les combats dynamiques de Dragon Ball, j'ai bien l'intention de vous ouvrir la tête pour y graver au burin que Hikaru no Go réussit cet exploit. Vous voulez des preuves? Ok, on passe à l'animé. Avec 3 openings de malade, aucun filler, des OST géniales et une fidélité au manga uniquement surpassée par FMA Brotherhood, l'animé de Hikaru no Go est juste magnifique. À aucun moment d'aucun épisode, cet animé ne trahit l'histoire. Il ne rend que plus réelles les situations dont nous sommes les spectateurs privilégiés. Vous voulez voir comment on rend une partie de Go épique? Après vous.
お願いします。お願いします。行くぞ、トウヤ。Ok, pause. Vous avez senti la tension là? Et vous avez conscience que la partie n'a même pas encore commencé. On passe à la suite?とても持ち時間5時間の打ち方じゃねえ。早碁だ。この一局を待ちきれなかったみたいに。俺のかかりを受けずにかかり返してきた。ゆっくり構える気はねえってことか。いいとも、すぐに戦いに突入だ。On est bien d'accord que là, ils ont juste posé 7 cailloux sur un plateau en bois. C'est bien ce qui s'est passé. Et vous avez vu à quel point c'était épique? Alors s'il vous plaît, arrêtez de ne jurer que par les combats dantesques de One Piece et autres SNK. Faites-vous à l'idée qu'Hikaru no Go arrive à faire la même chose et sans avoir besoin d'en faire des tonnes en plus. Mais avant que vous ne tapiez Hikaru no Go Lost FR sur Google car vous vous dites que vous devez absolument vérifier mes dires, je vais quand même vous mettre en garde et vous dévoiler les 3 détails que j'aurais améliorés ou carrément supprimés de Hikaru no Go si cela avait été en mon pouvoir. On commence par un truc qui est vraiment dommage par rapport au nombre de personnages du manga, les parties représentées sont presque toutes jouées par les mêmes personnes. Regardez, ça ce sont les 22 personnages qui selon moi ont soit le niveau minimum, le nombre d'apparitions minimum ou la renommée minimum pour mériter au moins une partie représentée en détail dans le manga. Maintenant, voici tous ceux qui ont au moins une partie représentée en détail. Et maintenant le nombre total de parties jouées par chacun de ces personnages. Vous voyez où est le problème? Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il est normal qu'en tant que personnage principal, les parties jouées par Hikaru soient les plus nombreuses à être représentées. Et je ne contredis pas ce fait. Mais vous serez d'accord avec moi si je dis qu'il y a une différence entre la majorité des parties et la quasi-totalité des parties. Surtout qu'en plus, les personnages récurrents ont droit à une super construction. Par exemple, Maître Toya et Maître Kuwabara ont tellement d'expérience que ce sont les 2 seuls personnages autres que Hikaru à pouvoir ressentir la présence de Sai. Rien que par ça, on comprend que ce sont les 2 meilleurs joueurs pro de l'histoire. Et pourtant, on ne voit jamais jouer Maître Kuwabara et les seules parties que nous voyons du Meijin ne sont qu'au nombre de 2. Je trouve ça désolant. Alors heureusement qu'ils ont corrigé ça dans l'anime où plus de parties sont mises en lumière, mais je maintiens qu'il est dommage que la seule façon pour le lecteur de connaître le niveau d'un personnage soit par le ressenti qu'en ont les autres. Parce que franchement, il est très facile de ne retenir que ça à propos des personnages de Hikaru no Go. Moi je joue au 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 Go. Moi je suis une fille et je joue au Go. Moi je joue au Go et en plus je suis professionnel. Moi aussi je joue au Go et en plus j'ai un titre gamin. Petit joueur. Moi je joue au Go et j'ai 4 titres. Moi je joue au Go parce que Hikaru me l'a fait découvrir. Moi je regarde mon fils jouer au Go même si j'y bite que dalle. Et ainsi de suite. On passe maintenant à la catégorisation des personnages. Amis, rivaux, maîtres et spectateurs. Tous les personnages de Hikaru no Go apparaissant plus d'une fois dans le manga appartiennent à au moins l'une de ces 4 catégories par rapport à Hikaru ou à Toya. Tous sauf un. Laissez-moi vous présenter Kadowaki ou comme je préfère le surnommer, Keisuke Fuichi. Pourquoi Keisuke Fuichi? Parce que c'est la question que je me suis posée lors de ses apparitions qui atteignent le nombre astronomique de 2. Il apparaît une première fois au chapitre 61 juste avant l'examen des joueurs professionnels et on nous le présente avec un background de joueur ultra fort comme quoi il aurait gagné 3 titres juniors et son seul nom suffit à foutre la pression à Awaya et Isumi qui sont pourtant parmi les favoris de l'examen. Puis dans le chapitre 62, on voit enfin sa gueule et on observe que c'est un gros connard qui se fait des films tellement il se croit balèze. Juste après ça, il rencontre Hikaru par le plus grand des hasards et lui propose de jouer une partie. Hikaru, qui ne le connaît pas, accepte et décide de laisser jouer Sai à sa place, et c'est sans surprise mais avec une très grande satisfaction que l'on voit Keisuke Fuichi se faire pulvériser en un temps record de 3 pages. Suite à quoi, il décide d'abandonner l'examen et de s'entraîner pour celui de l'année prochaine.
Il apparaît donc pendant 2 chapitres et disparaît aussi vite qu'il a été présenté. Personnellement, je cherche encore l'intérêt de ces 2 chapitres. Si l'un d'entre vous a une idée, merci de me la communiquer. Et c'est pas fini. Alors qu'on pensait qu'après cette mémorable intervention, Keisuke Fuishi allait disparaître de la surface de la Terre, il réapparaît contre toute attente au chapitre 155 pour encore une fois se faire latter, mais cette fois par Hikaru. Et là, non seulement il se paye le luxe de squatter non pas pendant 2 mais pendant 3 chapitres, mais en plus cet abruti réduit le nombre de cases qui auraient pu être dédiées à un match hautement plus intéressant qui voit s'affronter Isumi et Maître Kuwabara. Donc c'est avec tout mon respect, ma chère pierre de base pour éteindre, qu'en plus de l'étiquette du personnage inutile, permets-moi de te coller la mention fouteur de merde en prime. Et on va terminer sur une petite incohérence concernant la force de la mémoire de Hikaru. Je ne vous apprends normalement rien si je vous dis qu'une partie de Go ça peut être long. Très long. Et plus le niveau des joueurs est élevé, plus la partie peut être longue. Il n'y a qu'à voir comment les Insei s'entraînent sur des parties avec 30 minutes de réflexion chacun, tandis que la finale pour l'obtention du titre de Honinbo par exemple s'étend sur 7 parties de 2 jours entiers chacune. Avec des parties aussi longues, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que seuls les joueurs très expérimentés soient capables de se souvenir du déroulement exact de ces parties. D'où l'invention de ce que l'on appelle des kifu, des feuilles quadrillées à l'image du goban, qui servent à retranscrire l'ordre et la position des pierres au cours d'une partie. Il est alors possible de rejouer cette partie afin de l'analyser, quand bien même on n'y ait pas participé ou assisté. Mais pour en revenir à Hikaru, je vous rappelle qu'au début de l'histoire, il ne connaît vraiment rien au Go. Il ne connaît pas les règles, il ne connaît pas les termes techniques, il ne connaît pas les séquences types, il ne sait même pas tenir les pierres correctement. Et pourtant, il lui suffit de 2 ou 3 semaines pour rejouer une demi-partie à la pierre près, et d'une seule petite année pour 3 parties complètes qu'il a jouées simultanément. De l'autre côté, on sait que Toya a déjà 10 ans d'expérience derrière lui, et qu'en plus, son père contre lequel il joue chaque matin n'est ni plus ni moins que le meilleur joueur pro du manga, à savoir Koyo Toya, qui possède à lui seul les titres de Meijin, Judan, Tengen et Gosei. Ouais, 4 titres sur les 7 que je vous ai listés tout à l'heure. Vous voyez un peu le level ou... Donc évidemment, avec un entraînement pareil, on peut sans problème accepter l'idée que Toya soit capable de se souvenir d'une partie de 90 coups seulement, et qu'il ait déjà une réputation de malade à 12 ans à peine. Mais concernant Hikaru, qui a passé les 12 premières années de sa vie sans toucher ne serait-ce qu'une pierre de Go, c'est tout de suite un peu moins crédible. Mais je vous vois venir, vous allez prendre la défense de Hikaru en disant qu'il a peut-être une mémoire de malade, qu'il est une sorte de Sheldon Cooper du Go, tout ça. Eh ben j'aurais tellement préféré que ce soit le cas, mes pauvres. Après tout, vu que 99% des héros de Shonen Neketsu disposent comme par hasard d'un don qui les rend exceptionnels dans leur domaine respectif, pourquoi est-ce que Hikaru n'aurait pas lui non plus une mémoire eidétique? Je vais répondre à cette question en vous montrant ce passage de la toute première apparition de Hikaru. 勝手にそんなことしていいの？こないだの社会のテストで8点しか取れなくってさ、小遣い止められてんだ。 Est-ce que ça vous semble crédible de se taper un 8 sur 100 lorsqu'on a une mémoire eidétique? Personnellement, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je ne trouve que 3 solutions à ce paradoxe. Soit il a fait exprès de se planter, mais c'est peu probable vu qu'il a les boules d'avoir été privé d'argent de poche à cause de ça. Soit il a carrément loupé les cours en rapport avec le contrôle, parce qu'après tout, avec une mémoire parfaite, il te suffit d'entendre ou de lire une fois la leçon pour t'en rappeler. Mais là encore, il aurait pu demander à Akari de lui prêter ses cours, donc ça aussi on oublie comme solution. Soit sa mémoire parfaite est également hyper sélective et ne marche que pour le Go, auquel cas on est en présence d'une putain de convenance, et ça c'est inacceptable. En fait, ça me fait un peu penser à du ta gueule c'est magique. Et vu qu'il n'y a pas de magie dans Hikaru no Go, ça fait un peu tâche quand même. Mais je vous rassure, à moins d'avoir un esprit aussi maniaque que le mien, ces 3 petits détails ne gâcheront en rien votre lecture de HNG. Il y a aussi d'ailleurs 5 raisons pour lesquelles ils sont complètement insignifiants par rapport au reste du manga. Numéro 5, après avoir lu ce manga, osez me dire que vous n'avez pas envie d'essayer de jouer au Go. Numéro 4, le premier opening est juste aussi parfait que celui de Gatekeepers. Numéro 3, non seulement il n'y a aucun filler parmi les 75 épisodes de l'animé, mais en plus ils ont choisi le meilleur moment pour arrêter celui-ci. Parce que franchement, le dernier arc du manga papier, il n'est pas aussi épique que le reste, maintenant que ça y est. Numéro 2, le dessin est signé Takeshi Obata. Rien à dire de plus. Numéro 1, ce manga réussit l'exploit de rendre des parties de Go épiques. Rien que pour ça, il mérite une lecture et une place parmi les meilleurs mangas de l'histoire avec un grand H. Et nous voici à la fin de mon analyse sur Hikaru no Go. Vous êtes maintenant libre de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime si jamais elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, cliquez ici pour être dirigé vers la vidéo précédente. Et n'oubliez pas les pages Facebook et Twitter si vous voulez des indices sur les prochaines vidéos. Et une fois n'est pas coutume, je vous invite à rester après le générique de fin si vous voulez voir un passage de l'anime qui est pour moi le passage le plus badass de l'histoire. Sur ce, à la prochaine!
君の実力が知りたい。座りたまえ。いや、俺は。光る、彼と打たせてください。本因坊周作として存在した私に挑んできたあまたの好敵手たち。この者の気迫、まさしく彼らと同じ。石を3つ置きなさい。アキラとはいつもそれで打っている。それがアキラの実力だ。この人、トウヤと同じ目をしている。きっとサイも。俺だけ、なんだか仲間外れ。俺が打ちたい。俺が。行くぞ。5の3、かかり。5の3と。かっこいい。3の3、つけ。トウヤの打ち方も上手なもんだと思ったけど、この人も。アキラには2歳の時から碁を教えた。私とは毎朝打っている。腕はすでにプロ並みだ。すげえ、指先が光ってるようだ。4の4、星。アマの大会には出さん。あの子が子供の大会に出たらまだ伸びる子の芽を摘むことになる。あの子は別格なのだ。だからこそそのアキラに勝った子供がいるなど私には信じられん。3の2、下がり。指が石をつかむ。持ち替えて挟む。その指が盤上へ石を放つ。輝く指先。俺もあんな風に打てたら。10の16、星。俺もあんな風に打てたら。